Donc Emmanuel Cazeneuve, un des cofondateurs d'Esus et aujourd'hui son PDG. Je vais essayer de faire plus vite que tout à l'heure. Donc nous, on aide toutes les entreprises de construction au niveau européen à optimiser leur gestion de déblais, de chantier. Et grâce à ça, on arrive à leur faire réduire jusqu'à 80% de l'impact carbone de leur chantier, enfin, de l'évacuation de terre dans leur chantier. Pourquoi on adresse ce sujet peu connu? J'imagine que vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est les déblais de chantier. Donc, c'est la terre qu'on sort quand quand on creuse un tunnel ou quand on fait un bâtiment et qu'on veut y mettre des parkings souterrains. Euh, le volume de terre produit en France, c'est le plus gros volume de déchets produits en France chaque année. C'est 150 millions de tonnes qui sont produits chaque année. C'est 5 fois les ordures ménagères. Et au niveau européen, c'est 850 millions de tonnes au niveau de l'Union européenne. C'est 850 millions de tonnes de terre qui sortent chaque année des chantiers. Et ça, ces terres-là, eh ben, il faut les transporter et les mettre dans un endroit adéquat. Et d'un autre côté, pour faire la boucle un peu circulaire, le BTP, pourtant, c'est le plus gros consommateur de matières premières non renouvelables, qui est le granulat. Ce n'est pas le pétrole. La matière première la plus non renouvelable, la plus utilisée dans le monde, ce n'est pas le pétrole, c'est le granulat. Et alors là, c'est des volumes encore plus importants. C'est ce qui fait que le granulat, ça fait du béton ou des routes. Et là, c'est 450 millions de tonnes juste en France qui sont sorties chaque année des carrières. Vous voyez, vous imaginez. Et donc là, on commence à voir que le BTP, par ses volumes, a un impact pas toujours très positif sur l'environnement au sens large, hein, que ce soit en termes de production de carbone, que de production de déchets ou que d'impact sur la biodiversité. Et donc, ESUS aide toutes ces entreprises à mieux les optimiser, à prendre de la terre, à la mettre sur un autre chantier, à prendre de la terre, à la recycler pour en faire des matières premières, des matières premières secondaires. Et tout ça en optimisant et en évitant et en réduisant les tours de camions à vide en ne faisant pas du double fret, mais du triple ou quadruple fret. Et en fait, on fait ça depuis maintenant 12 ans. Il y a une plateforme digitale qui s'appelle les Store et on le fait au niveau européen parce qu'on est présent en France, en Angleterre, en Suède, en Suisse et en Pologne. Pour donner quelques chiffres, hein, cette année, on va réaliser entre 40 et 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance de un peu plus de 35% par rapport à l'année dernière. Et on prévoit d'ouvrir 3 nouveaux pays en 2022 et d'aller chercher aux alentours de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour ça, ça fait partie d'un plan qu'on a lancé depuis 3 ans, de devenir le leader européen de la gestion des terres. Et c'est pour ça qu'on a fait appel au marché privé, des investisseurs, pour aller lever de l'argent, parce qu'on a décidé, au bout de 6-7 ans, 7-8 ans d'existence, d'aller lever de l'argent pour se développer encore plus vite et pour avoir un impact positif, un impact, pour démultiplier l'impact que l'on pouvait avoir précédemment. Donc, je fais une toute petite parenthèse. Avant de lever des fonds, il faut d'abord savoir qu'il y a de l'argent disponible auprès de prêts, de subventions, de crédits d'impôt. Et ça, c'est très important. Parce que pour un entrepreneur, pour une entreprise en règle générale, le capital est quand même quelque chose d'important. Plus vous détenez de capital, plus vous avez de pouvoir dans une société. Et donc, avant même de faire rentrer quelqu'un et d'ouvrir votre capital, pensez au non dilutif, ce qu'on appelle le non dilutif, ça existe. Mais au bout d'un moment, il faut quand même aller lever de l'argent. Et ça peut très bien se passer quand on a une rencontre, comme on a eu avec Demeter, où on a une entreprise comme nous qui avons des sujets d'économie circulaire à porter et un fonds qui a de l'argent à investir, qui croit dans votre projet, mais surtout qui connaît le secteur de l'économie circulaire, de l'impact en règle générale. Et c'est pour ça qu'en février 2019, on a levé des fonds auprès de Demeter, 2 autres fonds que sont Suez Venture et Construction Venture. Mais Demeter était le leader de ce projet. Voilà, je laisse la main à Jean-Charles et puis après on rebondit en fonction des questions, si vous en avez. Et j'espère que vous en aurez, parce qu'il y a plein de réponses à apporter. Jean-Charles.
Merci Manuel. Bonjour à tous. Moi, je suis Jean-Charles Catena, je suis partenaire chez Demeter. En très rapide, Demeter, c'est un investisseur financier dont le métier est de prendre des participations au capital de sociétés non cotées et d'accompagner ces mêmes sociétés dans leur phase de développement pendant des périodes allant de 4 à 10 ans pour en ressortir en espérant faire une plus-value. Ça, c'est notre métier, métier de fonds traditionnel. Nous avons une particularité chez Demeter, c'est que depuis l'origine, c'est-à-dire un peu plus de 15 ans maintenant, nous sommes uniquement dédiés à la transition écologique. Et donc, parmi les grands secteurs que nous visons, l'économie circulaire est l'un des principaux. Donc, on va dire qu'on a une approche d'investisseurs sectoriels. Donc, à la différence des généralistes, les sujets de l'économie circulaire sont des sujets qu'on regarde régulièrement. Et à côté de ça, nous restons un fonds et nous avons des clients qui sont souvent les grands investisseurs institutionnels financiers qui investissent par ailleurs dans d'autres fonds. Et donc, nous sommes soumis aux mêmes contraintes, aux mêmes attentes de rendement dans notre pratique d'investissement. Ce qui fait que, en termes d'approche, oui, on va viser des secteurs bien particuliers, des secteurs qu'on connaît bien du coup, puisqu'on ne fait que les regarder et tous les jours. Mais néanmoins, on va avoir, en termes d'analyse des opportunités que nous regardons, des raisonnements financiers classiques. Donc, si je reprends l'analogie que j'ai faite tout à l'heure, ce qu'on va regarder, c'est une équipe de qualité, analyser sa façon de jouer, c'est-à-dire son business model et sa proposition de valeur, et le terrain de jeu dans lequel elle évolue, et savoir, c'est-à-dire là on parle du marché, savoir si ce marché tant en termes de taille, de dynamique et de chaîne de valeur, permet à cette équipe de s'exprimer étant donné sa façon de jouer. Donc, pour revenir au triptyque sur l'équipe, c'est-à-dire la société, on va analyser les grands actifs que compose une société, à savoir en premier lieu son équipe de management. Et ça, c'est le critère le plus important dans le métier d'investisseur. Finalement. Après, on va regarder son track, c'est-à-dire son expérience passée et ses références en quelque sorte. Et après, on va regarder les assets, qu'ils soient physiques. Donc, quand on a de l'industrie, ça peut être des actifs industriels, mais également intangibles. Et là, je pense au sujet technologique, donc éventuellement les brevets, ou pour le cas qui nous intéresse, les US, les sujets de plateformes digitales, d'outils digitaux. Mais je laisserai Emmanuel revenir sur la plateforme s'il y a des questions. Après, en termes je reviens sur la façon de jouer. Ce qu'on va rechercher, c'est des business models qui doivent, à un horizon de temps raisonnable, être viables. Et donc, on investit dans des sociétés qui doivent, à un moment donné, gagner de l'argent. C'est le principe d'économie marché capitaliste. Et doit être scalable en bon français. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir démultiplier l'effet de notre investissement. Enfin, en termes de terrain de jeu, là, notre analyse marché, quand on regarde une opportunité, elle doit nous permettre de nous convaincre du fait que oui, il y a un espace de jeu suffisamment large pour pouvoir s'exprimer. Donc là, on parle de taille de marché. Bon, là, Emmanuel a donné quelques métriques qui sont très, très parlants pour le cas des US, mais également une dynamique et une chaîne de valeur, c'est-à-dire des forces en présence qui permettent une expression dans des conditions satisfaisantes. Et ça, c'est un des sujets sur l'économie circulaire. C'est que souvent, les projets d'économie circulaire, et surtout en EIT, viennent un petit peu chambouler un ordre existant. Et donc, il faut se faire une conviction sur le fait que oui, c'est une bonne idée, et par ailleurs, elle sera réalisable
sans que les forces en présence se liguent pour s'y opposer. Donc, pour revenir à ESUS, nous, on a été, la thèse d'investissement, on a été convaincus par ce que vient de dire Emmanuel, hein, c'est-à-dire un marché du BTP qui en termes d'enjeux d'optimisation déchets est gigantesque et qui est particulièrement en retard en fait sur ces sujets qui étaient historiquement très mal traités et qui aujourd'hui se retrouvent à devoir les traiter mieux et notamment du fait de la réglementation, mais surtout, en fait, c'est un des drivers les plus intéressants, c'est des drivers économiques, c'est-à-dire que ça leur coûte de plus en plus cher. Ce sujet de la terre est un sujet qui aujourd'hui devient un poste important, qui ne l'était pas. Et donc, historiquement, le secteur a gardé des pratiques qui ne sont pas du tout efficientes. Et ça c'est vraiment le sujet central chez eux, c'est de se dire, en fait, il y a vraiment un angle, pour une offre telle qu'ESUS. Après, sur les autres sujets, en termes de business model tant en termes de rentabilité et de scalabilité, on a fait notre analyse financière. Je reviendrai peut-être après sur les freins points de risque. Il y a des sujets et on a été surtout convaincus par l'équipe et le fait qu'il y avait un potentiel sur ce positionnement avec une plateforme. Après, parce que c'était un des sujets, c'est les éventuels risques, freins qui peuvent bloquer les investissements. Sur l'analyse du triptyque, il n'y avait pas tellement de sujets marché pour nous. En revanche, on s'est posé des questions sur la position d'intermédiaire et les marges, du coup les marges modérées qui allaient avec. Et donc, avec un certain nombre de sous-questions, il y avait le sujet de oui, il y a des volumes énormes, néanmoins, jusqu'où on peut aller. Et donc, il y avait le sujet au-delà de la France. Est-ce que ce sujet est un sujet universellement partagé par les acteurs et les différentes filières à travers le monde? Et donc ça, on l'a pas fait ce sujet, on ne l'a pas traité en amont. Hein. On ne traite pas tous les sujets, malheureusement, en amont d'un investissement. On doit à un moment prendre des risques. Mais on a par la suite, donc il y a maintenant 1 an et demi, on a demandé à un cabinet de strat de se pencher sur un certain nombre de pays européens pour nous confirmer ou infirmer cette intuition. Donc, avec des retours très positifs sur le fait que le service ESUS et les besoins des BTP étaient compatibles au-delà du contexte franco-français. Après, il y avait le sujet des besoins d'économie d'échelle. Quand on fait des marges modérées, il faut être scalable. Et donc, il y avait la question de l'outil. Et donc, on avait un certain nombre de sujets au début, puisque quand on est arrivé, l'entreprise s'était développée quasi en autofinancement. Et donc, là-dessus, on avait identifié que c'était un élément central du développement d'ESUS, mais avec beaucoup de choses à faire. Et donc, mais ça, depuis, un certain nombre de sujets ont été lancés. Et je pense que l'outil est loin d'être abouti, mais il est autrement plus performant et plus satisfaisant qu'il ne l'était il y a 2 ans et demi. Enfin, il y avait des sujets sur le secteur du BTP, j'y reviens pas, on connaît les sujets du BTP. Et en termes de société, tout à l'heure, Emmanuel n'a pas repris les termes qu'il a utilisés sur le premier échange, mais il a parlé d'adolescente. Et donc, bien évidemment, quand on a un peu soulevé le capot, comme on dit chez nous, ce qu'on a découvert en termes d'organisation, de process, c'est exactement le profil de l'adolescence, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses à cadrer, à améliorer en termes de bonnes pratiques. Voilà, donc voilà les sujets qu'on a levés, les interrogations qu'on avait, et puis les sujets finalement, les travaux qui sont en cours au-delà du développement commercial d'ESUS. C'est un peu long, mais je laisse la parole à Thomas et je laisse les participants nous adresser leurs questions. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on voit tout l'aspect complet de votre choix d'investissement et comment ça se place à la fois sur le court terme, mais à long terme avec le porteur de projet. Sur le BTP, effectivement, les enjeux sont extrêmement connus, notamment en Île-de-France, avec de l'enfouissement encore assez grand de terres qui peuvent être valorisées dans un grand nombre de cas. Donc là, on voit le positionnement de valeur d'ESUS. Et avec la taxation sur la mise en décharge, forcément, ça devient même plus économique maintenant
de valoriser ces terres dans un autre cadre que la mise en décharge. Donc, moi, je n'ai pas forcément de questions directement, mais n'hésitez pas, les participants, à lever la main, puis à activer votre caméra aussi pour qu'on puisse vous voir. Je vais juste prendre la parole 30 secondes, parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Ça permettra aux interlocuteurs de se préparer pour la question. C'est de dire, je ne connais pas la maturité des personnes autour de la table sur le sujet des levées de fonds, mais ce qu'a dit Jean-Charles est très intéressant. C'est on peut imaginer une levée de fonds, faire rentrer un fonds d'investissement dans une entreprise. On peut tout de suite avoir une très mauvaise image de se dire ça va être la finance qui va piloter notre entreprise. Ce n'est pas un mal en particulier, parce que c'est qui dit que quand on crée une société, c'est quand même aussi pour qu'elle gagne de l'argent, pour qu'elle se développe. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui poussent à dépenser de l'argent pour la structuration et pour le développement de la plateforme IT, c'est Demeter. Plus que même moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont obligé, c'est pas le bon mot, mais ils m'ont poussé à réfléchir à dépenser plus. Donc, en fait, il faut aussi prendre la levée de fonds par un apport financier, très clairement, mais aussi, ça va vous faire aussi évoluer vous-même en tant que dirigeant pour développer votre entreprise et souvent, ils vont vous pousser à développer pour que la structure se développe bien. Et pour ça, il faut d'abord investir. Voilà, je voulais juste dire ça, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Je vois une question. Alors, Jean-Christophe de la Nef et ensuite Clotilde. Merci déjà pour cette présentation. Puis je trouve que la présentation de l'intérêt de solliciter des financements fonds propres est bien éclairée par Emmanuel. Ma question néanmoins, c'était de savoir un petit peu dans le cadre du développement des US, est-ce que l'accès au financement bancaire était compliqué? Est-ce que cette levée de fonds propre a facilité une co-intervention ou a facilité des portes par la suite? Voilà, je voulais voir un petit peu l'imbrication fonds propres, relations bancaires, si c'était possible. Alors, merci pour la question. On n'a jamais eu trop de difficultés pour des prêts, alors pas extrêmement importants, mais comme on s'autofinançait, on gagnait de l'argent, les banques n'étaient pas trop frileuses à nous prêter de l'argent. Clairement, quand vous levez de l'argent, il y a un effet de levier pour pouvoir aller chercher de la dette. Je crois que nous, on a pris peut-être 20 ou 30% de plus de dette grâce à la levée de fonds. Donc, il y a cet effet de levier. J'aurais envie de vous dire qu'il faut en profiter quand vous levez de l'argent pour aller chercher de la dette. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre EBITDA est négatif. Il y a peut-être du bruit. Ouais, merci. Notre EBITDA est négatif, mais comme c'était prévu, c'est pour ça qu'on a levé de l'argent. Enfin, je ne vais pas vous faire le truc. Et là, les banques, par contre, aujourd'hui, quand elles voient nos comptes, elles ne savent pas l'analyser. Donc, en fait, ça s'est plutôt dégradé parce que comme on a levé de l'argent pour avoir un impact négatif sur notre EBITDA, les banques, elles disent, mais l'EBITDA, il n'est pas top. Nous, on n'a pas l'habitude de financer ça. Donc, j'aurais envie de vous dire, quand vous levez de l'argent, il y a un effet de levier, prenez-le à ce moment-là. C'est plus difficile à faire. Il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur à côté de... J'ai le même mot. Je me demande si ce n'est pas Thomas qui passe. Il n'y a pas quelqu'un qui passe l'aspirateur à côté de vous? En tout cas, pas dans le bureau. Mais... C'est pas un Dyson. C'est peut-être le bruit du ventilateur de l'ordinateur, par contre. Pardon, je vous ai... Est-ce que ça... Jean-Christophe, est-ce que ça répond à votre question? Alors, Jean-Christophe, ou s'il y a d'autres questions de la salle, n'hésitez pas. Sinon, on va poser des petites questions nous-mêmes, mais c'est pour favoriser les échanges. Il y avait une deuxième main levée tout à l'heure, mais je ne sais pas si… Non, elle n'est plus… Alors… Jean-Christophe revient. Ouais.
J'en Allez, profite. Hein. allez-y, oui, oui. Et du coup, ça s'adressera plutôt cette fois-ci au fonds d'émetteurs, si c'est possible. J'entendais qu'il y avait une mesure d'impact qui était demandée et ça me paraît assez légitime. Hein. Encore une fois, la NEF, on est dans du financement à impact social, environnemental et culturel, mais sous l'outil bancaire. Par contre, j'entendais qu'il y avait cette étude qui avait été faite en amont, finalement, d'identification peut-être des secteurs porteurs, scalables ou pas. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris comment est-ce que vous définissez des secteurs dans lesquels il y a des enjeux d'intervention ou c'est plutôt en fonction des sollicitations entrantes que vous étudiez un peu leur impact? Alors, je perçois plusieurs questions là. Je vais essayer de répondre. Alors, premièrement, il y a notre positionnement, c'est-à-dire que dès l'origine, donc on a été créé en 2005, on a dit on va gérer des fonds, mais qui eux-mêmes n'interviendront que dans les secteurs de la transition écologique. Alors, ces secteurs sont plus ou moins larges selon les interlocuteurs que nous avons. Néanmoins, tous les fonds que nous gérons, on en a 13 ou 14 aujourd'hui, sont dédiés à la transition écologique ou au moins à un certain nombre de segments de la transition écologique. Ça, c'est un choix à assumer depuis le début et c'est le prisme sectoriel que nous avons en termes d'investissement. Après, en termes d'impact, on a par ailleurs, mais là, ce n'est pas encore généralisé à tous nos fonds, mais on a commencé avec 2 fonds. On a aujourd'hui une pratique qui est de dire on se fait accompagner par une société, un auditeur qui s'appelle, on peut le citer, Carbone 4, et qui va en fait auditer l'ensemble de nos participations avant les prises d'investissement. Donc, et sous un angle alors ESG, alors avec beaucoup de critères en environnement. Encore aujourd'hui, c'est quand même notre prisme principal, mais également quelques critères sociaux et quelques critères de gouvernance, et qui va venir selon une grille de méthodologie qui est établie à l'avance, validée dans le règlement du fonds. Donc, le règlement du fonds, c'est toutes les règles qui nous lient à nos clients investisseurs institutionnels financiers, BPI, Caisse des dépôts. Et ce Carbone 4, ce tiers de confiance, va venir faire appliquer la méthodologie définie en amont et valider l'impact sur un certain nombre de critères de l'ensemble des opportunités dans lesquelles on envisage d'investir. Ça, c'est un premier point. Et il va, Carbone 4, sur la durée de vie de nos investissements, puisqu'on a je l'ai dit en amont, on investit dans des sociétés et on reste actionnaire de sociétés pendant des périodes allant de 4 à 10 ans. Le Carbone 4 va venir auditer régulièrement l'évolution de nos participations sur un certain nombre de critères. Et in fine, à la fin du fonds, viendra remettre un rapport disant, certifiant que l'impact du fonds sur les critères qui avaient été établis au départ et de X sur tel critère, Y sur tel autre critère et Z sur le 3e critère. Donc, je ne sais pas si ça répond au point, mais on a une approche en termes d'impact qui est une approche qu'on connaît sur des aspects financiers ou des aspects de sécurité où il y a un tiers qui va venir valider notre démarche d'investissement. Je ne suis pas sûr de répondre à la question. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on avait ensuite, on va revenir en plénière dans 1 minute, donc ça va être très rapide. C'était une double question, tant sur Jean-Charles que Emmanuel. C'était pour vous, Jean-Charles, est-ce que le fait que ce soit de l'économie circulaire, est-ce que ça modifie votre appréciation du risque, dans le sens où on est quand même face à des changements de modèles par rapport à des modèles déjà en place? Et l'autre qui était plutôt à destination d'Emmanuel, c'était est-ce que vous avez bénéficié d'autres accompagnements? On va prendre. On a 50 secondes, c'est mission impossible. Alors, non, je vais essayer de répondre très rapidement sur économie circulaire. Est-ce que ça change notre approche? J'ai envie de dire non. Je dis, on a une approche, c'est un des secteurs qu'on vise. Et après, par ailleurs, on a une approche d'investissement très classique en termes d'analyse financière de l'opportunité, des opportunités en général. Et donc, du coup, on sait que en fonction de la typologie et notamment que ce soit de l'EIT ou plutôt du recyclage, il y aura des facteurs de risque liés à l'économie circulaire.
Nous, la seule chose, c'est qu'on doit se convaincre du potentiel économique de l'opportunité et donc de la capacité de la boîte à créer de la valeur, selon son business model et dans le marché dans lequel elle intervient. Merci.